On va commencer par une présentation du projet du développement de ces standards, de ces normes universelles pour la logistique humanitaire. C'est un grand moment pour nous, pour toute l'équipe. Moi-même, George Fenton, Danny qui est avec nous aujourd'hui, Carla, car c'est la dernière semaine de ce projet, après plus d'une année de dur travail, et c'est la semaine du lancement de la version pilote des normes universelles de logistique pour la réponse humanitaire. Et donc, l'occasion de nous réunir avec ce webinaire et de partager cette vidéo avec vous, si vous nous voyez après le webinaire en question, c'est de partager quelles sont ces normes, comprendre un peu comment ça a été développé, où on en est et comment vous pouvez participer, et quelles sont les prochaines étapes, car c'est juste un premier projet, et nous espérons bientôt commencer un second projet. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente brièvement, je suis Camille Nussbaum, le coordinateur du projet des ULS, qui a commencé en août dernier. Je suis basé à Madrid, en Espagne, et je travaille pour une organisation qui s'appelle IECA. C'est un think tank, un centre d'études indépendant, une ONG, dans les thèmes humanitaires. J'ai la grande chance de travailler avec une merveilleuse équipe, et donc je suis le coordinateur, mais j'ai aussi, on a différents collègues. Carla nous aide dans la partie communication. George Fenton, qui n'est pas aujourd'hui ici, nous aide pour la partie thématique de logistique, comme expert en logistique. Et le deuxième expert logistique est Danny, et il nous accompagne aujourd'hui pour faciliter cette présentation. Danny, tu veux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Camille. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Et je m'appelle Daniel et je suis, comme Camille le disait, je suis un des experts thématiques qui accompagnent les projets depuis les débuts. Et bon, très heureux d'être presque à la fin de ce projet, de ce premier projet, d'être très près de la première publication des ULS. Et bon, ravi d'être ici avec vous et de vous répondre aux questions au cas où il y en a. Merci beaucoup, Camille, à toi. Et voilà, on peut commencer. Donc, cette présentation, le but, c'est vraiment d'accompagner le lancement de la version pilote, qui est le produit final de ce projet. Donc, c'est vraiment un grand moment pour nous et j'espère aussi pour vous. Beaucoup de vous, vous avez participé d'une manière ou d'une autre au développement de ces normes à travers les consultations qu'on a eues dans différentes régions du monde, ou dans les ateliers d'écriture, ou dans d'autres séries d'activités qu'on a pu avoir tout au long du projet. Donc, durant cette session, on va avoir 7 présentations. On va essayer d'être assez bref, et après, on sera ouvert à toutes vos questions qu'on attend sur le chat, vos commentaires aussi, pour avoir des orientations pour nous aider à continuer avec le prochain projet. Donc, le but de cette session, c'est de comprendre un peu, de rappeler pour certains, peut-être pour la majorité, quel est le potentiel des normes universelles dans le domaine de la logistique humanitaire, pourquoi on a développé ce projet, pourquoi on a choisi un format plus qu'un autre. Ensuite, c'est de présenter l'outil en soi, comment ça marche, d'avoir une vue pratique sur comment on peut l'utiliser. Et ensuite, c'est de vous présenter les prochaines étapes du projet. Et ça reste ouvert sur certains points, mais on a déjà une idée assez précise de comment continuer. On sera ravis d'avoir vos idées pour continuer sur ce chemin. Donc, je commence rapidement. Le projet des ULS, comme je vous l'ai dit, a commencé en août l'année dernière. Maintenant qu'on vit tous dans tous les pays du monde cette crise de la Covid, ça semble presque un siècle en arrière. Mais donc voilà, jadis, en 2019, en août, nous avons commencé ce projet avec cette petite équipe que je vous disais. On a commencé par une phase initiale dans laquelle on a reçu, c'est important de le souligner, le consortium INSPIRE, donc c'est 4 think tanks, centres d'études humanitaires basés en Europe, IECA en Espagne, Groupe URD en France, GPPI en Allemagne et ODI au Royaume-Uni. Nous avons reçu le mandat, la demande de la DG ECHO de l'Union européenne, le Bureau humanitaire européen,
de développer une version pilote de normes pour la logistique humanitaire. Donc la première phase de ce projet, qui est développé dans un contrat cadre que nous avons comme de soutien au développement d'outils et de formation pour la DG ECO, nous avons commencé le projet par une phase d'analyse, beaucoup de réunions avec des acteurs du secteur de la logistique humanitaire tout précisément, et beaucoup d'entretiens spécifiques aussi dans plein de contextes différents, des grandes organisations, des petites organisations, des bailleurs, des ONG, des organisations des Nations Unies ou du mouvement de la Croix-Rouge par exemple. Et donc à travers tous ces entretiens, cette phase initiale, on a réussi à définir un peu mieux, à comprendre certains malentendus sur comme utiliser le mot standard en anglais ou norme en français ou en espagnol, par exemple, ou de comprendre quels sont quelques-uns des grands enjeux qui existent, des grands challenges, défis qui existent en matière de logistique humanitaire, et de voir comment cet outil qu'on voulait développer pouvait aider, orienter les acteurs impliqués dans la réponse humanitaire et dans cette partie cruciale qui est la logistique humanitaire. On le voit, je citais la crise de la Covid comme exemple qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. On a pu voir à travers cette grande crise, qui n'est loin d'être finie, j'en ai bien peur, que la logistique est au centre de bien des réponses humanitaires et même au-delà, mais dans les réponses humanitaires, tous ces grands défis qu'on a autour de pouvoir acheter en quantité suffisante, en qualité adéquate, des matériels pour se protéger contre la propagation du virus, ça a beaucoup à voir avec la logistique, et tous les réponses humanitaires dans le monde sont confrontées à de grands défis, maintenant dans l'actualité, depuis les derniers mois, pour trouver les meilleurs moyens de faire face à ces défis, de s'organiser. Donc ce serait un exemple de pourquoi la logistique est vraiment au centre, est vraiment fondamentale dans toutes les réponses humanitaires. Juste pour citer un chiffre qui nous donne une idée un peu globale, les dernières études les plus approfondies parlent de 60 à 80% du budget en général, donc c'est une grande généralisation, mais des programmes de réponse humanitaire vont mobiliser des ressources à travers le domaine de la logistique. Donc ça représente quand même une partie vraiment très importante de la réponse humanitaire, quel que soit le projet. Donc, c'est tout cela qu'on a pu analyser dans cette phase initiale, et on a pu choisir ce format qui est en ligne avec le manuel Sphère qu'on va présenter un peu plus loin dans cette présentation. On a commencé à la fin de l'année à réunir un groupe qu'on va vous présenter pour la rédaction du premier draft de la version préliminaire des normes. Et cette version a pu être lancée en mai. À partir de là, c'est là qu'on a rencontré certains de vous. On a ouvert une période de consultation ouverte. Donc avec cette première version, on l'a partagée à travers une plateforme en ligne. On l'a partagée aussi à travers des sessions avec des experts, des expertes, des professionnels, des volontaires du secteur dans plein de régions du monde. Et donc, pour recevoir des commentaires, pour recevoir des réactions et pouvoir améliorer cette version. On a laissé en anglais ce petit panneau. On est ici, on est vraiment juste avant le dernier moment de ce grand projet, qui est le lancement, comme je le disais, de la version pilote. Donc, on va présenter dans cette petite présentation les différentes étapes, mais dans 2 jours, mercredi, on mettra en ligne cette version pilote, qui est la version finale de ce projet. Dany, je te laisse parler du pourquoi des normes universelles. Merci Camille. Donc, comme Camille a mentionné, dans la phase initiale du projet, on a réalisé une recherche sur le normes et lignes directrices existantes. Et la réalité en termes des guides logistiques dans le secteur qu'on a trouvé,
et qu'il existe plusieurs normes logistiques, techniques et des outils d'orientation dans le secteur. Mais la plupart sont élaborés par des organisations concrètes et donc sont centrés sur une structure spécifique ou basés dans des domaines d'action ou techniques spécifiques à l'organisation. Et aussi, on a trouvé que peu sont universellement reconnus et difficilement sont universellement applicables. Et un autre aspect qu'on a trouvé que c'était que pour les organisations locales et les personnels qui ne se considèrent pas eux-mêmes strictement professionnels de la logistique, mais qui réalisent des fonctions logistiques, il est difficile de traduire les principes de haut niveau en bonne pratique applicable et mesurable. Donc, on a trouvé qu'à travers les ULS, on pourrait combler ces vides. Et on a centré le travail dans plusieurs aspects, considérant le renforcement des capacités et la coordination comme un des éléments clés, la sensibilisation dans le secteur par rapport à la logistique, donc pour faire du plaidoyer par rapport à la logistique et vraiment qu'on soit conscient du poids de la logistique, comme Camille a mentionné, et 60 jusqu'à 80% des fonds passent par les secteurs, par les départements ou des fonctions logistiques. Aussi, un autre aspect, c'était la qualité, la redevabilité envers la collectivité touchée. C'était un élément que jamais a été lié entre la norme ou les guides logistiques et les populations touchées. Donc, il y a des éléments maintenant, avec les ULS, on va trouver des éléments de protection ou des sauvegardes ou des genres, des éléments qui lient la logistique avec ces aspects transversaux qui sont très, très importants. Et il y a un emphasis dans l'universalité des guides. Donc, on veut que ce soit universel, que ce soit un document universel, donc pour tout type de ONG, pour tout type de secteur, que ce soit public, privé, que ce soit pour le bailleur, que n'importe quelle taille de ONG, que ce soit local ou international, n'importe quel domaine technique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la nutrition. Donc, l'idée des ULS est d'avoir un outil universel dans les différents domaines qui couvrent. Aussi, on veut que soit applicable à tous les contextes. Donc, ça, c'est évidemment un des grands challenges qu'on a trouvé. On veut aussi que ce soit un outil qui sert pour les différents niveaux de gestion, que ce soit dans une petite base dans la Brousse, que ce soit dans la capitale d'un pays, que ce soit dans les HQ des ONG internationales. Donc, que ce soit utilisable par tous ces différents niveaux de gestion. Et comme on avait dit, on veut que ce soit un outil pour ceux qui se considèrent des logisticiens professionnels, mais aussi pour ceux qui effectuent ou réalisent des fonctions logistiques sans être purement des logisticiens, parce qu'ils ont des autres tâches à accomplir et parfois ils sont des admins ou ce sont des autres profils et qui n'ont pas un background logistique purement dit. Donc, c'est ça un peu l'amplitude qu'on veut offrir avec le projet ULS. Je te passe la parole, Camille. Merci, Denis. Et pour compléter un peu ce panorama, ça, c'est ce qu'on a pu trouver, définir après cette première phase d'avoir beaucoup d'entretiens, de participer à des réunions, d'écouter vraiment depuis une grande variété d'acteurs de la réponse humanitaire, avec un intérêt pour la logistique. Et donc, le modèle qu'on a identifié dans ces échanges,
c'est ce modèle de normes universelles. Et le meilleur exemple de normes universelles dans le secteur humanitaire, c'est le manuel SPHERE. C'est ces normes minimales pour la réponse humanitaire que j'imagine une grande partie de vous doivent connaître, doivent utiliser même de façon constante dans votre travail. Et donc, ce manuel, le manuel SPHERE, qui a été lancé en 98, donc pour le coup, là, on est vraiment dans le siècle passé, c'est un très bon exemple de norme universelle et de quelque chose de vraiment très utile, vu le grand succès qu'il a, sa grande diffusion dans tous les pays du monde où il y a des travailleurs humanitaires. On utilise cet outil comme référence commune pour travailler ensemble. Que l'on soit une ONG locale, une ONG internationale, tout du secteur privé, du secteur public, tous ces acteurs qu'on a pu énumérer peuvent utiliser un même outil. Le manuel, je lisais, j'imagine que vous le connaissez déjà, a une base commune avec d'autres normes qui ont été développées, comme la charte humanitaire, qui définit un peu quels sont les droits principaux des personnes, des communautés qui souffrent une catastrophe ou un conflit armé, et qui rappelle un peu quels sont les acteurs en présence et quels sont aussi leurs devoirs à eux. Il y a 4 principes de protection qui sont aussi définis, et il y a, depuis la dernière version lancée il y a 2 ans, la norme humanitaire fondamentale qui définit la norme de base, 9 choses que tous les acteurs humanitaires devraient garantir justement pour les communautés pour lesquelles et avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est un tronc commun. Et le chapitre, le manuel SPHERE définit 4 chapitres qui sont 4 secteurs techniques de grande importance dans la majorité des réponses humanitaires. Le secteur WASH, eau, hygiène, assainissement. Le secteur de la sécurité alimentaire et nutrition. Le secteur de l'habitat, abri et habitat. Et le secteur de la santé. Vu que le manuel SPHERE a eu un grand succès, comme on l'a dit, que ce format, c'est la démonstration, est très utile pour aider toutes sortes d'acteurs très différents les uns des autres. Il y a eu d'autres normes qui ont été développées, qui font référence à cette même base commune sur ce qu'est l'action humanitaire, les principes de protection, la norme humanitaire essentielle, la norme humanitaire fondamentale. Et donc, on voit en bas quelques-uns de ces standards, de ces normes, associées à SPHERE, comme INE, par exemple, pour l'éducation dans les situations d'urgence, pour l'inclusion, pour les normes minimum pour le recovery. J'ai un peu de mal avec certains mots en français, excusez-moi. Et donc, c'est juste quelques exemples. Et il y a un grand intérêt pour compléter, pour offrir au secteur humanitaire, à tous les acteurs, pas seulement humanitaires, mais qui font partie de la réponse humanitaire, des outils pour les aider dans des choses très importantes, dans bien des contextes où on va avoir une réponse humanitaire. Ce qui est important de souligner ici, et c'est fondamental pour comprendre, les ULS ne font pas partie officiellement au jour d'aujourd'hui de cette famille. Nous sommes à la fin d'un premier projet, nous avons une version pilote. Ce sera peut-être l'occasion dans de futurs projets de faire officiellement partie de cette grande famille. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce format et c'est cette logique. Et ce qu'on voudrait souligner, c'est que ces normes, et on pense que ça fait partie de leur succès et de leur côté pratique, ce sont des normes ouvertes. Elles ont été définies par des gens du secteur, par des processus très participatifs, et ça explique un peu ce qu'on va voir, ce que vous connaissez peut-être si vous avez fait partie d'une ou l'autre activité du projet. Mais c'est pourquoi on a vraiment fait un grand effort tout au long du projet pour faire participer beaucoup d'acteurs différents et pour trouver des consensus, pour définir ensemble ces normes, dans notre cas, pour la réponse humanitaire et ses aspects logistiques. Ce sont aussi des normes volontaires. Donc, c'est très important de souligner ça aussi,
parce que souvent, quand on pense normes, on pense standard en anglais. En français, on a la chance de pouvoir définir normes et standards de façon différente. Mais souvent, on a dans la tête quelque chose de contraignant qui est obligé, qui va nous limiter. Et dans notre cas, c'est des normes volontaires. Donc, ça a été défini par le secteur de façon très participative pour partager les meilleures pratiques, pour partager comment on définirait ce qu'on devrait attendre dans ces situations sur des choses très précises. Mais c'est quelque chose de volontaire. Il n'y a pas de mécanisme qui va obliger tel ou tel à appliquer ces normes. Comme c'est le cas aussi, et c'est pour ça qu'on utilise cet exemple, c'est le cas pour le manuel Sphère, qui est une référence, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un langage commun pour beaucoup d'acteurs, mais évidemment, après, chacun peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre, et on le verra à la fin en voyant la structure même, l'exemple même de ce qu'on a dans notre manuel, c'est la même logique que Sphère. Dans son application aussi, c'est quelque chose de très ouvert, très flexible. C'est pas quelque chose qui est fait là pour figer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, très important de comprendre cet exemple qui nous a guidés, qui continue de nous guider dans le développement des normes, pour comprendre vraiment la logique des ULS. Un autre aspect important, c'est de comprendre le rôle central. Je disais, ces normes ont été développées depuis le secteur. Donc, ce qu'on a fait à la fin de l'année dernière, c'est de définir un groupe consultatif technique, le Technical Advisory Group, une équipe de à peu près 15 personnes qu'on a contactées. On en a connu la majeure partie à travers la première phase, dans des entretiens, dans des réunions qu'on a pu avoir. Et ces personnes ont décidé de donner de leur temps de façon volontaire, donc non rémunérée, pour définir ensemble cette première version, la version préliminaire des normes, celle qui a été partagée et ensuite améliorée. Donc, le TAG, ce groupe consultatif technique, a eu et joue encore un grand rôle dans le développement des normes. C'est la garantie d'avoir une perspective variée, d'avoir des décisions toujours discutées, débattues entre nous, dans le TAG et le TAG avec d'autres experts, ce qui a été le cas à de nombreuses reprises. En bas, on a juste mis quelques logos des organisations qui ont pu participer au développement dans cette équipe fondamentale. Vu qu'on n'en est encore qu'au développement, au lancement de la version pilote, on n'a demandé à aucun moment une approbation officielle depuis les organisations. La grande majorité des personnes qui ont travaillé au développement dans le TAG l'ont fait sur leur temps de travail de façon décidée de l'organisation, qui considérait que c'était une bonne initiative. Mais ce qu'on veut souligner, c'est que ces logos ne veulent pas dire approbation ou lien organique avec les ULS à ce stade, mais il y a eu une collaboration. Certains autres, on n'a pas inclus d'autres logos, certaines autres personnes ont participé de leur propre chef en travaillant pour des grandes organisations des Nations Unies ou des grandes ONG ou d'autres organisations. Elles n'ont pas pu le faire sur leur temps de travail parce que ce n'était pas possible institutionnellement. Donc, mais on le dit juste pour savoir qu'on a couvert encore d'autres types d'organisations à travers ces collaborations. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à la feuille de route. Depuis le lancement, grâce au tag de la première version préliminaire, le V1, à la fin de mai, grâce au tag principalement, en travaillant dans des sous-groupes, dans des groupes spécialisés sur les différents chapitres qui constituent les ULS, on a pu développer cette première version qu'on a lancée fin mai. Et depuis cette version, on a eu ces mécanismes pour que ce soit encore plus participatif, de consultation à travers une plateforme en ligne, on va présenter un peu plus là-dessus, et à travers aussi des consultations régionales dans une série de sessions en ligne pour voir avec des acteurs de la réponse humanitaire, de la logistique dans le monde entier,
est-ce que cette version, comment améliorer cette version? Est-ce que c'était un outil pertinent? Comment l'améliorer? Donc tout ce processus, c'est celui qui a commencé en mai et qui se termine donc maintenant avec mercredi en ligne. Actuellement en ligne, vous aurez accès à la version 2, qui est déjà une version améliorée. Et dans 2 jours, donc, vous aurez accès à la version finale de ce projet, la version pilote, qui sera la version 3 pour nous, et qui est la version, je disais, pilote, car elle sera prête à être testée sur le terrain. Je laisse Dany approfondir un peu plus sur les mécanismes qu'on a eus de consultation. Ok, donc comme Camille disait, on a utilisé deux canaux principaux pour recueillir des commentaires et fournir des améliorations aux ULS. La première était une série de consultations régionales qu'on a organisées forcément par la COVID en ligne. Et on a organisé un total de 17 sessions dans 5 régions du monde et compte tenu de la langue qui était parlée, du contexte similaire, disons. Et donc, il y a eu deux sessions en Afrique, une en anglais et une autre en français, une session en espagnol pour l'Amérique latine, une session en anglais pour toute la région de Asie et Pacifique, et une dernière session en Europe et Amérique du Nord. Et au total, on a compté environ presque 200 participants dans toute cette session. Et ça a été très enrichissant le fait de voir comment les feedbacks de chaque région étaient différents et voir comment les préoccupations en Amérique latine étaient différentes de ceux de l'Europe du Nord ou ceux de l'Europe et l'Amérique du Nord ou ceux des pays africains ou asiatiques. Donc, cette dynamique participative a permis vraiment d'accueillir une très forte, d'alimenter fortement les ULS. Si on peut passer à la prochaine, ça c'est le deuxième canal de feedback, de réception des commentaires. C'est une plateforme ouverte et en ligne dans laquelle toute personne peut s'enregistrer et peut faire remonter des commentaires. Et donc, l'utilité de cette plateforme, à part d'être accessible pour tout le monde et qui est totalement traçable, donc tous les commentaires qui sont enregistrés, et on peut le tracer, et toutes les modifications qui sont faites dans les documents, dans les différentes versions, sont aussi enregistrées. On peut avoir une traçabilité très énorme des modifications. Et bon, un peu pour aussi vous expliquer les principales modifications ou améliorations qui ont été réalisées dans les textes après cette série de consultations régionales et des commentaires obtenus à travers de la plateforme. Et donc, d'abord, il y avait pas mal de commentaires à propos de l'utilisation et le format des ULS. Donc, on a amélioré les contenus d'introduction et du format. Et on a renforcé certains thèmes transversaux, comme l'inclusion de l'aspect du genre, et qui n'était pas prévu dans la publication initiale, mais qui a été inclus maintenant dans cette série de révisions. On a renforcé le lien avec les normes parcelles, qui est un projet qui a été créé par différentes organisations non gouvernementales pour renforcer les partenariats, la connaissance des partenaires. Et on a revu tous les indicateurs. Il y a eu
pas mal des commentaires par rapport aux indicateurs et on a essayé de renforcer les différents indicateurs des différents standards. Et on a renforcé aussi beaucoup les glossaires. Donc, ce sont certes des exemples, mais il y a des autres. Par exemple, on a aussi mentionné renforcer l'approche sur les donations en espèces, qui n'était pas tellement couvert dans la version originale. Donc, il y a plusieurs aspects qui ont été améliorés grâce aux différentes consultations. Donc, et pour ça, c'est vraiment, on remercie tous les participants qui ont participé sur la consultation régionale. Et donc, certains sont maintenant en ligne. Donc, merci beaucoup. On passe à suivant. Et donc, ça, c'est un petit récap de la structure des ULS. Donc, il y a une série des chapitres techniques et donc, gestion des achats, transport, gestion des entrepôts et la distribution, gestion de flotte, gestion des équipements et une série d'aspects transversaux et comme les interventions en transfert monétaire, la protection, la sauvegarde, l'environnement ou les gens. Et donc, c'est ça que vous allez trouver. Il y a aussi une introduction qui fait le lien entre la logistique et tout ce qui est normes humanitaires universelles. Et donc, plusieurs éléments qui vraiment font de cette guide ou de ces standards vraiment compréhensifs. Et je te passe la parole, Camille, pour continuer. Et donc voilà, juste un récapitulatif, et c'est un peu après d'avoir présenté la raison d'être et tout ce processus, le résultat final, c'est ce format, vraiment en ligne sur ce que propose le manuel Sphère et d'autres normes associées. Donc, on retrouve les normes en elles-mêmes, c'est ces phrases assez courtes qu'on trouve ici en anglais. Comme vous le savez certainement, pour l'instant, on n'a qu'une version en anglais, ce qui nous a permis de travailler, de la retravailler, les différentes versions qu'on a pu avoir. Et le document n'a pas été traduit in extenso dans d'autres langues, même si à travers la page web, vous avez accès à une traduction automatique, ce qui a pu nous aider dans plusieurs des sessions qu'on a eues dans d'autres langues, comme le français ou l'espagnol. Mais pour l'instant, la version validée est uniquement en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on a maintenu cette version ici, cet exemple. Donc, si on regarde ici, on a un standard très... Excusez-moi, je reprends. Donc ici, on a ce format et on voit qu'on a les normes en elles-mêmes qui sont très courtes et qui nous présentent, elles sont, de par leur nature, qualitatives. Et c'est ça la partie en fait universelle. Donc quand on parle de normes universelles qui doivent être valides pour n'importe quel contexte, n'importe quelle organisation dans le monde, on parle de ces phrases. Et en fait, si on les lit les unes après les autres, on voit qu'il n'y a pas de grand débat. On n'a pas eu d'ailleurs dans toutes ces consultations qu'on a eues de grandes objections, à part sur la formulation peut-être, mais sur le sens de ce qu'on voulait présenter comme norme humanitaire, il y avait un grand consensus sur le fait d'avoir, dans ce cas-là, des stockages et des entrepôts qui répondent aux attentes qu'on veut. On a, après ça, après ces aspects généraux, on a des actions clés et des indicateurs clés. Et en fait, c'est ça qui va être très utile pour bien des acteurs pour trouver une utilisation pratique à ces normes. C'est bien de définir les grands cadres, qu'est-ce qu'il faudrait garantir comme réponse minimum partout dans le monde, c'est utile en soi. Mais ce qui devient très utile, c'est d'avoir une liste d'actions orientatives, de choses qu'il faudrait faire pour être sûr qu'on garantit ce minimum. C'est aussi très utile d'avoir une liste d'indicateurs clés ici, qui sont des indicateurs qui devraient nous permettre de mesurer si on est ou pas
à ce niveau-là, à ce niveau minimum-là. Ce qui est très important de comprendre, c'est la même chose pour Sphere et ces autres standards qu'on a pu citer, ça le reste toujours aussi ici. Ces actions clés et ces indicateurs doivent être adaptés au contexte, aux organisations, là où on travaille. Ce ne sont pas des checklists, ce ne sont pas des choses à copier-coller dans vos projets. Ce serait une grande erreur de faire ça, comme ça l'est avec Sphere aussi. Ce sont des choses très pratiques. Dans 80-90% des cas, vous devriez faire ces actions clés, mais peut-être que dans votre contexte, ça ne fait pas sens. En tous les cas, ces actions clés, ces indicateurs doivent être adaptés, doivent être à votre organisation et au contexte. Et c'est là qu'on en arrive aux notes d'orientation, aux guidance notes, qui donnent plus de détails pour comprendre, selon le moment de la réponse, par exemple, où on est. Est-ce qu'on est dans la phase d'urgence de la première urgence, ou est-ce qu'on en est au 2e, au 3e mois, au 6e mois d'une réponse, ou est-ce qu'on est dans une réponse à une crise chronique. Donc, ces choses-là qui vont changer certains des indicateurs ou certaines de ces actions sont détaillées dans les notes d'orientation, qui sont des éléments qu'on a eu l'occasion de beaucoup retravailler grâce aux consultations, à l'échange qu'on a pu avoir avec autant d'acteurs différents de l'humanitaire, de la logistique, dans toutes ces régions que Dany nous a présentées. Et donc, ceci étant dit, cette révision de la structure des ULS, donc ça va être la même chose pour les 6 chapitres qu'on vous a présentés. Et c'est ça, en fait, qu'on va lancer, nous l'annoncions. Si vous allez à la page web aujourd'hui, lundi, vous aurez accès à la version 2, qui est déjà une version améliorée par rapport à la première version préliminaire lancée en mai. Et dans 2 jours, mercredi, nous aurons le plaisir de vous confirmer par email, une fois qu'elle sera en ligne, nous lançons la version 3, donc la version pilote, qui a été améliorée avec toutes ces choses que nous a dit Dany, et encore bien d'autres choses qui ne tenaient pas dans un seul écran d'ordinateur. Donc cette version est fortement améliorée, et c'est la version qui est prête à être pilotée, à être testée au niveau terrain. C'est important de le souligner parce que ce n'est pas une version définitive. Comme on le disait, ce projet se termine en octobre. C'est un premier projet qui nous permet de développer cette version prête à être testée, mais pour qu'une norme soit réellement universelle, applicable dans tous les contextes, il faut qu'on ait écouté encore beaucoup d'acteurs et qu'on ait pu la tester. Donc, on est un peu au milieu du grand projet qui est de développer une version finale des ULS. Et c'est ce qu'on espère faire on est assez confiant, on ne peut pas vous partager plus de détails pour l'instant. Mais dans le prochain projet que nous lancerons, on espère le mois prochain ou bientôt, on aura l'occasion de faire ce pilotage, ce test au niveau terrain des normes. Comme les normes sont partagées de façon ouverte et gratuite, qui que ce soit peut l'utiliser, peut le tester à sa manière. Nous publierons des guides pour que les personnes comprennent comment elles peuvent utiliser ces normes pour l'instant, en prenant en compte que ce n'est pas une version finale, mais une version pilote. De notre côté, quand nous pourrons lancer ce deuxième projet, ce projet de pilotage, de test terrain des normes, ce que nous voudrions faire, c'est sélectionner quelques organisations et les suivre et choisir avec elles, au niveau siège, au niveau terrain, quelques équipes pour tester réellement les normes ULS et voir si ça fonctionne, si ça aide certaines équipes, si ça complique le travail d'autres, et d'évaluer tout ça après plusieurs mois, après 2-3 mois, et d'apprendre ce processus pour encore améliorer les normes. Après ça, on ouvrira un autre cycle de consultation. Ça veut dire de nouveau des consultations régionales comme on a pu les avoir. Ça veut dire utiliser la plateforme en ligne encore et toujours. Et ça veut dire, après tout ça, et là on parle dans un an à peu près,
que la version finale serait publiée à ce moment-là, donc l'hiver prochain, en 2021. Nous aurions une version finale après avoir été testé au niveau terrain, après avoir été adapté, après avoir été discuté de nouveau avec tous les acteurs, et encore plus qu'on a pu avoir dans cette première partie jusqu'à la version pilote. Et donc, c'est ça qui nous permettra, à moyen terme, donc dans à peu près 1 an, de lancer la version finale. On veut pas, en disant ça, on ne veut pas enlever de la valeur à ce grand effort qui nous a accompagnés pendant plus d'1 an pour lancer cette version pilote. C'est un outil très utile. On parlait de l'exemple de la crise de la Covid. Certains membres du TAG, par exemple, des ONG locales, ont pu nous dire que ça les avait aidés d'avoir une référence comme celle-là pour les aider à élaborer des checklists, des outils précis, des politiques, des orientations dans l'organisation, en se basant sur les bonnes pratiques du secteur qui sont dans les ULS. Donc c'est quelque chose qui a déjà démontré une certaine utilité dans des cas très précis. Avec le lancement de la version pilote, on va partager cet outil de façon encore plus massive. Et donc le but, c'est que les gens puissent l'utiliser, en prenant en compte que ce n'est pas une version finale, mais aussi nous donner des commentaires là-dessus et aussi en tirer parti. On est très confiant là-dessus que c'est quelque chose qui peut être très utile pour bien des acteurs. Et donc voilà, avec ça, on termine notre présentation. On est repassé, on a donné pas mal de détails, mais c'était pour mettre un peu en perspective, après ce grand effort depuis août l'année dernière, le lancement de ce projet, et bien des choses, beaucoup de réunions, à cause de la Covid, beaucoup de réunions virtuelles, en partie avec certains de vous. Donc voilà, tout cet effort, c'est ce qui nous permet de lancer cette semaine la version pilote. On voudrait encore remercier tous les membres du Technical Advisory Group, tous les experts qui nous ont aidés à développer et à améliorer ces versions, et toutes et tous qui avaient participé aux différentes sessions en ligne pour critiquer, améliorer, connaître aussi en premier lieu cet outil. Donc vraiment merci à toutes et à tous. Et voilà, on y est, on a une version pilote, presque, donc ce mercredi. Et ce n'est que le début d'un deuxième long voyage qu'on espère faire avec vous aussi. Et donc voilà, c'est ce format du webinaire. L'idée, c'est qu'après cette présentation, qui était peut-être un brin plus long que ce qu'on avait pensé avec Dany, on est là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou à vos commentaires. On vous invite à le faire à travers le chat. C'est la meilleure manière pour ne pas saturer le canal audio. Donc, si vous le voulez bien, on va jeter un coup d'œil au chat et répondre à toutes les questions, commentaires que vous pouvez avoir. Qui a demandé, enfin, d'où vient, si je comprends bien, la première question qu'on a sur le chat. Ce serait difficile de citer les noms. Il y a à l'origine de tout ça, c'est un projet qui a été impulsé par la DG ECO. Ce n'est pas un projet, contrairement à d'autres qu'on a pu développer, Inspire Consortium pour la DG ECO. Ce n'est pas un projet de développer quelque chose juste pour DG ECO, mais une contribution de DG ECO pour le secteur en général. Donc, de leur part, dans une évaluation qu'ils ont eue il y a 2 ans, de leur mécanisme logistique, ils avaient identifié qu'il n'y avait pas de standard commun. Et c'est l'un des origines, et c'est ce qui motive principalement la DG ECO à financer ce projet. C'est l'une des conclusions, recommandations d'une des grandes évaluations qu'ils ont eues, qui est disponible en ligne, vous pouvez la consulter si vous la cherchez. Et donc, l'une des conclusions, c'était qu'il n'y avait pas dans le secteur, et c'est un peu la réalité qui nous accompagnait toute la phase préliminaire de ce projet. Il y a énormément de normes techniques, évidemment logistiques, ISO, IATA, pour les processus d'achat, enfin bon, il y en a, pour en citer des centaines et peut-être même des milliers, énormément de normes techniques. Il y a pas mal de normes aussi centrées sur les organisations, c'est ce que présentait Dany en début de présentation.
mais ce n'est pas ça qui permet justement un dialogue facile entre les organisations et de parler un peu la même langue, quoi. Et c'est ce que propose le très bon exemple que nous donne Sphere, c'est en développement des normes universelles dans ce même format, ça aide un peu à parler la même langue et d'avoir des références communes qui devront être adaptées. Donc c'est rigide, mais en même temps ça peut s'adapter de façon très flexible et pratique. Et donc c'est un peu toute la logique. Donc voilà, on peut citer DG Echo et je ne trouverai pas d'autres noms. Dany, je ne sais pas si tu... Non, et on ne peut pas partager. Bon, on a, à travers des différents entretiens, et il y a eu des organisations qui ont trouvé ça très intéressant. Et pas pour mettre en place juste copier-coller dans mon organisation, mais au moins pour leur guider et dans une élaboration de checklist, des minimums à faire quand ils ont des achats à faire, quand ils ont une donation à recevoir, ils n'ont pas un magasin pour garder le bien. Et donc, ce n'est pas qu'il y a une demande spécifique d'une série d'organisations pour avoir quelque chose de concret. C'est, disons, un besoin qui est identifié par plusieurs acteurs et pour aider, pour renforcer le service logistique dans le secteur, disons. Et je trouve que c'est assez intéressant le fait d'imaginer une organisation locale haïtienne comme celle qu'on a interviewée pendant et d'essayer d'adapter une petite organisation qui peut-être a 5 staffs et qui pendant les tremblements de terre ou le choléra d'après, ils ont dû gérer pas mal des biens ou de donations et qui vraiment, ils avaient du mal à adapter les normes ou la guide technique peut-être des WFP parce que ce sont des structures gigantesques, non, par rapport à... ils ont du mal, non, à adapter cette logique à une logique plus locale, à une logique plus domestique. Et comme ça, il y avait plusieurs exemples, non, de comment une norme universelle pourrait les aider, au moins à guider. Comme Camille a mentionné aussi, un des membres du TAG qui représente une organisation en Amérique latine aussi, et ils ont carrément non copié-collé, mais ils se sont inspirés dans une version préliminaire de ULS pour établir une petite procédure logistique, je ne me rappelle plus si c'était de transport ou de achats, mais ça aide, et au moins pour leur guider. On espère qu'on peut combler cette petite besoin de plusieurs acteurs. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la mettre sur le chat. En attendant la question suivante, je viens de penser aussi, l'une des choses qu'on a identifiées dès le début du projet, c'est en étant en contact avec, j'insiste toujours sur la même chose, mais c'est fondamental, on s'est mis en contact avec Sphere, l'organisation qui gère le manuel, qui est basée à Genève. Et l'une des choses qui venait aussi à travers Sphere, c'est dans le lancement de leur dernière édition en 2018, c'est que la partie logistique avait été améliorée. On l'a dit, c'est quelque chose de fondamental pour garantir une bonne réponse humanitaire. Et donc, les éléments sur la logistique sont limités, il y en a, mais l'un des messages que laissait clairement Sphere, c'est qu'il n'y a plus de place. Le manuel n'a pas vocation à grossir d'édition en édition. Ils essaient de maintenir ce format pour que ça continue d'être quelque chose d'utile. Et donc, si on pense que la logistique est quelque chose de fondamental pour garantir la bonne qualité, la bonne redevabilité dans une perception grande de la redevabilité, pas seulement pour les bailleurs, mais pour tout le monde, d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait,
ça veut dire qu'il faudrait développer quelque chose de complémentaire à Sphere, mais dans Sphere, dans le prochain manuel qui sera lancé, il n'y aura pas l'occasion d'avoir plus d'espace pour développer plus sur la logistique. D'où l'idée d'avoir un manuel, un outil complémentaire à côté où on puisse creuser, où on puisse aller plus à fond sur les aspects logistiques. Je crois qu'on a encore une deuxième question. Quel est le cas de la mission pilote? Donc, pour l'instant, on en est à la fin du premier projet. On pourra expliquer ça, j'espère, bientôt en lançant le second projet. Mais l'idée, le concept du second projet, c'est d'utiliser cette version pilote au niveau terrain. Ce n'est pas encore défini dans tous les détails, mais l'idée principale, c'est ça, c'est de former des personnes, définir avec des organisations, essayer d'avoir des organisations diverses, des grandes organisations internationales, des organisations locales. Quand je dis des, on ne va peut-être pas chercher à avoir des dizaines et des dizaines d'organisations parce qu'on n'a pas forcément la capacité. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, qu'on va pouvoir suivre, qu'on va pouvoir évaluer, pour vraiment avoir du concret à la fin. Donc, on parle peut-être de 3, 4, 5 organisations en tout, mais avec une certaine variété sur les types d'organisations, d'avoir des organisations qui font plus de la formation peut-être, ou du soutien à d'autres organisations, de réfléchir à ça. Et donc, l'idée, c'est de former les équipes qu'on va sélectionner dans chaque organisation, un pays concrètement, une région concrètement, des équipes au siège pour d'autres. Et ces équipes-là, les former sur les ULS, leur présenter l'outil, qu'est-ce qu'on a, à quoi ça sert, quelles peuvent être les utilisations au jour d'aujourd'hui de ça, et de voir dans le temps, on parle de 2-3 mois, est-ce que ça aide, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, qui ne sont pas opérationnelles, et de faire la liste de tout ça à la fin, et d'améliorer l'outil. Ce qu'on veut développer, c'est quelque chose qui soit pratique. Ce n'est pas un beau bouquin qui va être posé sur une étagère. C'est quelque chose qui doit servir. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est de faire le crash test, pour le dire dans des mots un peu crus, et de façon organisée et participative avec ces organisations-là, et d'améliorer encore ça. Et on est sûr que grâce à ce mécanisme-là de test, on va pouvoir améliorer encore bien des aspects. Dany, je ne sais pas si tu veux partager là-dessus. C'est un peu le cadre général, je répète. On en est à la fin cette semaine, nous terminons le premier projet. C'est le grand lancement de cette version pilote. Mais le cadre de ce second projet de test effectif n'est pas encore défini, donc ce sera fait au lancement du second projet. Si vous avez des idées d'ailleurs, on est aussi, enfin, on répond à toutes les questions que vous nous soumettez à travers le chat, mais on accepte tous les commentaires et les idées que vous puissiez nous partager aujourd'hui ou plus tard. Enfin, c'est quelque chose qui reste encore ouvert. Mais je répète, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cet outil qui a été amélioré plusieurs fois. On est à la 3e version préliminaire, draft. Et maintenant, il s'agit de voir dans la réalité d'une organisation, d'un contexte bien précis, est-ce que ça peut aider à prendre des décisions? Est-ce que ça peut aider à former des gens? Est-ce que ça peut aider à évaluer certaines choses d'une manière ou d'une autre? C'est un peu tous ces différentes utilisations comme normes universelles qui vont être testées et qui vont être, on pourra avoir des conclusions là-dessus à la fin de ce projet. Juste ajouter des idées qui me viennent à la tête, et ça va dépendre tellement. Bon, le but, c'est améliorer l'outil, et dans les voyages, améliorer la logistique des organisations qui participent. Et j'imagine que ça va dépendre énormément de la nature de l'organisation, du contexte, du momentum de l'organisation. Probablement, ce n'est pas la même chose. Ça ne va pas être le même feedback qu'on va recevoir d'une petite ONG
et qui travaille depuis 20 ans dans une région concrète ou qui est d'une grande ONG internationale qui peut-être a déjà ces différentes procédures logistiques établies, mais qui veuille ou désire améliorer des domaines de protection, des domaines de sauvegarde ou des domaines de l'environnement, par exemple. Non? Donc, disons, le focus va être dans des différents aspects selon les organisations qui vont participer dans les pilotes. Mais tout ça, comme Camille disait, tout ça, c'est à définir et à établir. Merci pour le commentaire que nous soumet Bernard en disant que tester les ULS lors de la formation des humanitaires peut être un bon indicateur de leur pertinence, de leur applicabilité sur le terrain. On en prend bien note et on a bien conscience que c'est en ayant fait ce travail de définir ensemble avec beaucoup d'acteurs dans beaucoup de régions différentes, de définir un peu la base dans ces 6 champs très importants de n'importe quelle réponse humanitaire et de la logistique. On a une bonne structure pour la formation des humanitaires, pour expliquer quelles choses sont importantes, quelles choses il faut regarder. Donc, on a une réflexion comme partie du prochain projet de penser un peu à comment ça peut servir pour la formation. OK, donc on vous remercie toutes et tous pour votre participation sur ce webinaire. Et donc, comme on disait, le webinaire a été enregistré en vidéo, il sera partagé à travers nos réseaux sociaux. On vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, où les ULS ont un compte. Et donc, on va continuer, c'est peut-être le meilleur moyen de suivre les prochaines étapes, c'est-à-dire confirmer dans quelques jours que la version pilote est bien en ligne. Comme on le disait, aujourd'hui, lundi, vous avez accès à la version 2. À partir de mercredi, vous aurez accès à cette version pilote. Et dans les prochains mois, on espère continuer à recevoir des commentaires et grâce à ces tests terrain, d'améliorer encore et de nous acheminer à moyen terme, c'est-à-dire à peu près dans 1 an, à une version finale qui devrait être lancée. Merci Dany de partager le lien, c'est à travers lequel vous pouvez accéder. Ce sera toujours le même lien, on ne change pas le lien quand on change de version. Vous verrez dans quand vous accédez au document, on met un V2 pour signifier qu'on est sur la 2e version maintenant. Vous aurez un V3 version pilote dans la prochaine version, et ainsi de suite. On aura toujours une note pour expliquer sur quelle version on est, quelles sont les améliorations depuis les versions précédentes. Et donc voilà, merci à toutes et à tous. On sait que la grande majorité de vous qui nous avez suivis aujourd'hui, ou de vous qui nous regardez en rediffusion un peu plus tard, vous avez partagé à ce grand voyage, à ce grand processus très participatif. On a fait tout ce qu'on a pu pour vraiment capturer toutes les connaissances, toutes les inquiétudes et les besoins qu'il y a dans le secteur humanitaire. Et donc voilà, on est très fiers, très contents de lancer, de partager cet outil dans sa version pilote. On vous remercie à toutes et à tous d'avoir apporté de votre temps, de votre expérience, de votre imagination à ce projet. Et voilà, c'est la fin d'un grand voyage, le début d'un second voyage. Et comme je le disais, on espère vous retrouver sur notre chemin dans les prochains mois pour continuer d'améliorer cet outil. Merci beaucoup. Dany, je te laisse terminer. Bon, merci Camille, merci à vous tous et tous les participants. Et je vous encourage à nous suivre et à ajouter des commentaires via la plateforme dont le lien vient de partager. Et vous rappelez, c'est un projet qui est vivant, pardon.
Donc, ça ne s'arrête pas maintenant et on va essayer d'améliorer au fur et à mesure qu'on on reçoit des commentaires des personnes comme vous. Donc, merci beaucoup et ça fait à la prochaine. Merci.